quand je vais mettre de l'essence à la pompe à essence, je suis en train de négocier pour mon prochain crédit immobilier en gros. C'est exactement ça. Hello, c'est Kevin et dans cette vidéo, on va vous expliquer avec un expert comment obtenir un financement sans apport. Aujourd'hui, je suis avec l'homme de la situation, je suis avec un expert ex-banquier, Christophe. Déjà, bienvenue Christophe, merci de ta présence. Super, merci Kevin, salut tout le monde. Yes, et dans cette vidéo, on va aborder un sujet important qui est l'obtention du crédit bancaire. C'est notamment l'étape la plus cruciale dans un investissement immobilier. Et pour ce faire, on a invité un expert en la matière, puisque Christophe, tu vas nous raconter ton parcours. Tu es ex-banquier, papa de 3 enfants. C'est ça, Si exact. je ne me trompe pas, j'ai bien retenu. Et Christophe, on se connaît bien parce qu'on a déjà participé à plusieurs événements ensemble. On a créé notamment un produit. On a notamment créé un accompagnement ensemble j'ai eu l'occasion aussi d'intervenir dans l'un de tes séminaires. Donc Christophe, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton parcours, d'où tu as commencé et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc Christophe Allais, vous pourrez me retrouver sur les réseaux Ton banquier à domicile, donc qui est une marque entre guillemets que j'ai créée pour aider les gens à se faire financer et à investir dans l'immobilier. Parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui c'est complexe d'avoir un financement, d'autant plus un financement sans apport qui est le sujet du jour. Donc voilà, j'ai voulu créer vraiment quelque chose qui permette aux gens d'investir. Donc Ton banquier à domicile, c'est un accompagnement, c'est un coaching sur l'investissement immobilier et sur la partie financement. Comme tu l'as dit, on a eu la chance de partager un mastermind, de créer un mastermind ensemble le week-end de 5 jours où on a échangé pendant 5 jours avec des participants et tu as eu l'occasion d'intervenir sur un des séminaires que je fais, donc R360, la puissance du réseau qui a lieu au mois de novembre tous les ans. Et effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a pu échanger. Yes, donc voilà les amis, les présentations sont faites, donc n'oubliez pas de liker, partager aussi cette vidéo et de commenter. Dites-nous dans les commentaires quel est votre plus grand problème que vous avez eu face à un banquier, parce que ça pourra nous permettre aussi peut-être de faire une vidéo secondaire avec Christophe et de répondre à votre question. Et en bonus, Christophe va vous offrir un cadeau, donc restez bien jusqu'à la fin de cette interview, on vous le délivrera juste à la fin. Christophe, je t'ai préparé pas mal de questions parce que je vais faire l'avocat du diable aujourd'hui. Je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui souhaite investir et obtenir un crédit pour faire de l'investissement immobilier, mais sans apport. Donc, je vais te poser pas mal de questions. Et justement, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on peut entendre par crédit sans apport? Qu'est-ce que c'est exactement le financement sans apport? Ouais, quand je me suis présenté, je n'ai pas dit, mais je travaille 15 ans à la banque, donc j'ai occupé tous les postes de la banque de réseau, donc conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, chargé d'affaires pro, sous-directeur. Donc j'ai pu voir un panel d'investisseurs très différents et beaucoup de problématiques. Et ensuite, aujourd'hui, je suis investisseur puisque j'ai plus d'une trentaine de lots en région parisienne. Donc c'est ça qui me permet aussi d'avoir un petit peu les visions devant et derrière, on va dire, la machine de l'investissement et savoir comment faire. Donc ce qui caractérise, pour revenir à ta question, un crédit sans apport, c'est le fait de ne pas mettre d'argent quand tu investis, d'avoir un crédit à 110%, c'est-à-dire de te faire financer le bien immobilier, les travaux et tout ce qui est frais annexes. Donc les frais annexes, c'est quoi? Frais de garantie, frais de notaire, frais de dossier pour la banque. Tous ces frais-là vont être financés par le crédit, c'est-à-dire que tu ne sors pas 1 € de ta poche, ou très peu. Ok, et toi, dans ta carrière, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir ce genre de financement, peut-être d'en faire aussi? Et qu'est-ce que les banques, elles examinent justement quand tu fais cette demande? Ouais, bien sûr. En fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que toutes les banques ne font pas du 110%, donc ne font pas du crédit sans apport. Il faut t'adresser au bon interlocuteur et à la bonne banque. Pour ça, il faut avoir tous les rouages et comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un groupe bancaire qui n'était pas trop pour le 110%, pour le financement sans apport. Donc souvent, on demandait de mettre au moins les frais annexes, c'est-à-dire frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier, qui équivaut à peu près à 10% du montant emprunté. Ça veut dire que si tu empruntes 100 000 euros, tu as à peu près 10 000 euros à mettre de ta poche pour payer les frais annexes. Pourquoi les banques fonctionnent ainsi? En fait, aujourd'hui, on est dans un moment où le marché de l'immobilier, il a plus une tendance à baisser qu'à augmenter. Donc la banque, elle ne veut pas se retrouver avec un crédit supérieur à la valeur de ton bien. Donc la banque te prête par rapport à une valeur hypothécaire, par rapport à la valeur de ton bien, pour être simple. Si ton bien vaut 100 000 euros, la banque ne va pas te prêter 120 000
parce qu'elle se dit, bah, si demain tu te retrouves obligé de vendre, tu divorces, tu as un décès ou n'importe, tu te retrouves avec un reste à charge si tu revends ton bien qui va être important. Donc avec un crédit, par exemple, en l'occurrence dans cet exemple-là, de 20 000 euros. Donc 20 000 euros à ta charge alors que tu n'as plus le bien en face. Donc ça peut être difficile de faire face à tes mensualités de crédit. C'est pour ça que la banque te demande un apport. Ok, et on parle souvent du taux d'emprunt. C'est la question qui revient et c'est l'élément qu'on veut négocier. Comment tu abordes toi ça? C'est quoi ton approche pour négocier un taux d'emprunt pour un crédit immobilier? Et en l'occurrence, avec les banques, dans quel contexte d'investissement il est nécessaire de négocier ce taux d'emprunt? Ouais, c'est bien que tu dis ça parce que pour moi, je m'en fous du tout. Quand tu es investisseur, quand tu investis dans du locatif, euh, les intérêts d'emprunt, tu vas pouvoir les déduire des loyers que tu encaisses. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à négocier. C'est soit tu le donnes aux impôts, soit tu le donnes à ta banque. Quel est ton partenaire? Qui va te financer? Qui va te prêter de l'argent que tu n'as pas? Le fait de pouvoir emprunter, on te prête de l'argent que tu n'as pas. Donc, vaut mieux travailler comme un vrai partenaire avec ton banquier et être content de lui donner de l'argent plutôt que le donner ailleurs, puisque quoi qu'il arrive, tu vas payer. Si tu as moins d'intérêt, tu as des mensualités plus basses, tu as moins d'intérêt d'emprunt à déduire des loyers que tu encaisses, donc tu as plus d'impôts probablement. Donc vaut mieux choisir ton partenaire. Après, si tu achètes de la résidence principale, là, bien entendu que le taux d'intérêt a une importance parce que bah, c'est toi qui le payes. Tu n'as pas de locataire, donc c'est toi qui payes tous les mois. Vaut mieux avoir des mensualités moins importantes pour avoir plus de pouvoir d'achat et pouvoir l'utiliser autrement. Donc là, tu vas regarder le taux d'intérêt, ça va avoir une importance. Donc pour jouer sur le taux d'intérêt et négocier le meilleur taux possible, c'est comme tout, il faut être bon partenaire, il faut avoir une relation commerciale avec ton banquier. Et plus tu vas avoir une relation commerciale poussée, plus ton banquier va avoir envie de te faire plaisir. Tu vas me dire, oui, mais comment tu fais pour avoir une relation commerciale qui est poussée? Bah déjà, tu joues le jeu au niveau des produits et services. Plus tu vas jouer le jeu au niveau des produits et services, aujourd'hui, les banques proposent plein de choses. C'est des commerciaux. Ton banquier, c'est un commercial. Donc, il te propose des assurances, il te propose des produits d'épargne, type assurance vie, type PEA, type compte titre, livret A, LDD. C'est important de le prendre avec lui. Pareil pour les assurances, habitation, auto, prévoyance. Tout ça, tu vas le prendre avec ta banque, plus avec une compagnie d'assurance. La téléphonie, pareil. Donc, c'est comme ça que tu deviens un partenaire avec ton banquier. Et tu vas devenir aussi partenaire, on n'y pense pas beaucoup, mais avec la recommandation. Recommande du monde, amène du monde à la banque qui te ressemble, des gens sérieux, et tu vas voir que ton banquier aura beaucoup de mal à se passer de toi. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup moins de crédits qui sont faits, qui sont donnés aux clients, donc beaucoup moins de captation de nouveaux clients. Donc si toi tu ramènes du monde, tu vas être en position de force. Ok, et dans quel contexte on pourrait ramener du monde? Par exemple, moi j'ai 4 frères. Comment je peux recommander à un banquier? Tu vois, je ne vais pas toquer à sa porte et dire Eh, si vous voulez, j'ai 4 frères, ils peuvent venir dans la banque. Par quel intermédiaire ou dans quel contexte tu peux recommander quelqu'un? Bah si, bien sûr, ton frère, par exemple, il a besoin d'avoir un banquier parce que sa relation avec le sien n'est pas top. Bah, tu vas dire à ton banquier, voilà, moi, mon frère a besoin de conseils, il cherche un nouveau partenaire bancaire, il a envie d'ouvrir des comptes, il a envie d'être guidé, d'être accompagné. Est-ce que vous êtes la personne de la situation? Oui, c'est bon. Ok, bah, est-ce que vous avez un document de parrainage ou quelque chose? Et le banquier va même des fois te rémunérer ou te faire un cadeau pour ramener du Ah, ça, monde. ça, ça existe, ça. Le Ouais, bien banquier peut sûr. te rémunérer, du coup. Il peut te verser un cadeau, il peut te rémunérer, il peut te donner une bouteille de champagne à la fin de Ok. l'année. Moi, souvent, quand je ramenais du monde, bah, les banquiers m'offraient une bouteille de champagne. Ce que je fais, bah, c'est que je leur laisse, je leur offre en contrepartie pour les remercier aussi, bah, après, de travailler avec eux, de l'aide qu'ils vont m'apporter. Puisqu'il ne faut pas oublier que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, l'investissement, à la base, tu n'as pas les sous. Donc, c'est une grosse aide qu'on t'amène. Ok. Il y a une phrase aussi qu'on entend souvent, une croyance, qui est que si je veux faire un projet locatif et si je veux obtenir un crédit à la banque pour faire du locatif, je dois déjà être propriétaire de ma résidence principale. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, c'est des conneries. Il n'y a pas d'obligation, encore une fois. Bien entendu que ça peut être une idée reçue, ou ça peut être quelque chose que tu vas entendre à la banque parce que les banquiers vont te dire bah oui, il faut que tu sois propriétaire de ta résidence principale avant de vouloir te lancer dans du locatif. Tu n'es même pas propriétaire, tu veux déjà acheter du locatif. Mais en réalité, ce n'est qu'une excuse et c'est pour ça que l'important, c'est de trouver le bon partenaire bancaire, celui qui va te faire confiance, celui qui va avoir envie de t'accompagner sur tes projets. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer dans l'investissement immobilier. Si tu n'as pas le bon partenaire, il trouvera toujours quelque chose à te dire. Tu n'as pas ta résidence principale, tu dépasses les 35% d'endettement, avec les règles du Haut Conseil de stabilité financière, on ne peut plus le dépasser.
Euh, voilà, pour n'importe quel motif, il va pouvoir te dire non. Donc le but, c'est vraiment de nouer un partenariat, d'avoir une relation avec ton partenaire bancaire qui va te permettre de dépasser toutes ces croyances ou toutes ces objections qu'on peut t'amener qui sont fausses. On vient d'en parler là, donc du taux d'endettement, 35%, c'est ça. Mm. Est-ce qu'il y a moyen de dépasser? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est fixe ou tu as déjà vu, peut-être dans ton parcours, des gens qui ont réussi à dépasser ce stade de 35%? Ouais, heureusement, en France, tu sais, il n'y a que 4% des Français qui ont plus de 4 biens. C'est petit parce que justement, les gens ont des croyances limitantes. Les 35%, on te les rabâche, enfin, on te ressasse sans cesse le fait que tu ne peux pas dépasser au-delà de 35%, alors qu'en réalité, il n'y a pas de blocage. Les banques peuvent dépasser et aller au-delà de 35% pour 20% de leur dossier. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de déroger pour 20% de leur dossier. Sur ces 20%, 70% devraient être pour de la résidence principale et 30% pour du locatif. Ça veut dire que pour un investisseur, il n'y a que 6% de dérogation possible. Mais en réalité, le banquier peut faire ce qu'il veut, il peut aménager comme il veut et surtout, il peut déroger, comme on l'a vu, pour 20% de ses dossiers. Ça veut dire quoi? Si toi, demain, Kevin, tu es à 50% d'endettement, mais que tu es un très bon client, est-ce qu'à ton avis, ton banquier va pouvoir déroger pour toi? Si je suis un très bon client, je pense que oui. Voilà, c'est exactement ça. Le banquier a la latitude, en fonction des banques que tu vas solliciter, de déroger pour le client qui veut. Ça veut dire que si tu es un très bon client, la banque aura beaucoup plus de facilité de déroger, donc tu fasses partie de ces 20%, que si tu es prospect ou que si tu n'es pas très bon client ou pas bon partenaire, si tu préfères. C'est-à-dire que si tu ne joues pas le jeu, la banque n'a pas forcément envie de déroger aux 35% pour toi. Elle va le privilégier de le faire avec ses très bons clients. Donc tu as tout intérêt aujourd'hui en 2024 à être multibancarisé parce que plus tu as de banques, plus tu as de partenaires, de possibilités de pouvoir te faire financer même si tu es au-delà de 35%, tu vas me dire ouais c'est bien mais comment je fais? J'ai qu'un salaire. Je ne peux pas verser mon salaire dans toutes les banques. Oui c'est vrai. Par contre tu dois avoir de l'épargne et cette épargne-là, même si tu ne la mets pas en apport, va te servir à la banque pour montrer que tu es un bon partenaire. Pourquoi? Tu vas la mettre sur un compte courant, une partie sur un compte courant, une partie sur des comptes d'épargne, et tu vas jouer avec cet argent-là. Ça veut dire quoi jouer? Ça veut dire que tu vas avoir une carte, par exemple, à la caisse d'épargne qui va te servir à aller faire tes courses, une carte au CIC qui va te servir à mettre de l'essence, une carte au Crédit Mutuel qui va te servir à aller au restaurant, et tu vas jongler entre les différents comptes. Du coup, ça va faire mouvementer tes comptes et ça va améliorer ta note bancaire. On en parlera certainement après. Mais plus ta note est bonne, plus tu vas pouvoir te faire financer facilement. Et du coup, plus tu auras de chance d'avoir ton crédit. Ok, bah, parfait, bah, belle transition parce que moi ça m'intéresse. C'est quoi la note bancaire? Dès l'instant que tu es client d'une banque, tu as une note en tant que particulier. Une vraie note qui est notée quelque part ou une note fictive que... Non, c'est une note qui est notée qu'on ne te donne pas, mais tu es noté dans les banques. Donc, selon en fait des critères sur lesquels tu ne peux pas jouer, qui sont des critères socio-professionnels comme ton travail, le nombre d'enfants que tu as, ta situation matrimoniale, tout ça, ça va être des critères sur lesquels tu ne peux pas intervenir et qui servent à mettre la note. Mais il y a des critères sur lesquels tu peux intervenir et sur ceux-là, je voudrais qu'on se focalise sur cela. Cela, ça va être quoi? Ça va être les mouvements que tu as sur ton compte. Donc, ce que je te disais, plus il y a d'entrée d'argent et de sortie d'argent, plus tu es bien noté. Pourquoi? Parce qu'il y a des flux bancaires. Les flux bancaires, c'est ce qui rapporte le plus à la banque. Donc, plus tu as de flux, plus ta note s'améliore. Plus tu as de comptes d'épargne qui mouvementent, plus ta note augmente. Ça veut dire quoi? Il faut diversifier déjà les stratégies d'épargne. Un peu d'épargne bancaire, type livret A, LDD, compte épargne sur livret, donc pure épargne bancaire. Épargne financière, PEA, compte titre, assurance vie, qui est un autre type d'épargne, et tu verses tous les mois 20, 30, 50 euros dessus, ce que tu peux mettre tous les mois sans avoir à la récupérer. Et tout ça, ça améliore ta note. Le fait aussi d'avoir tes assurances à la banque, d'avoir pour certaines banques ton téléphone, tout ça, ça va améliorer ta note bancaire. Plus ta note bancaire est importante, plus la banque pourra te prêter d'argent. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Il faut jouer le jeu avec votre partenaire. Vous n'avez pas besoin de savoir votre note. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es noté 1, 2, 3, 4, 5 ou ABCD, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est comprendre comment devenir un bon client. Comment devenir un bon client en jouant le jeu avec votre banquier et en faisant des flux sur votre compte courant. Ok, donc grosso modo, il faudrait que je vais à Intermarché, j'ai ma carte bleue pour payer mes courses. Quand je vais à l'essence, je prends une autre carte bancaire, comme ça je crée du mouvement.
et du coup ma note en fait elle augmente. Donc quand je vais mettre de l'essence à la pompe à essence, je suis en train de négocier pour mon prochain crédit immobilier en gros. C'est exactement ça. Ok, ça c'est intéressant. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent comment faire augmenter sa note. Ok, donc il faut jamais laisser un compte en fait désert, sans Non, mouvement. Ok, c'est ça, pas ça bon. va, ça va faire redescendre ta note, ou en tout cas, ça t'aidera pas à l'augmenter. Et ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que le crédit immobilier ou l'investissement IMO, il commence pas le jour où tu signes un compromis. Ça commence des mois à l'avance. C'est pour ça qu'il faut jouer sur les partenaires bancaires, ou en tout cas pas jouer, mais intervenir. Et c'est important d'avoir une relation et de faire mouvementer ton compte, de jouer le jeu au niveau des produits et services pour améliorer ta note et du coup pour pouvoir te faire financer plus. Qui décide le oui? Ok, ton crédit est validé. Est-ce que c'est le banquier que tu as en face de toi, sur la chaise en face de toi, ou c'est quelqu'un d'autre qu'on ne voit pas qui décide vraiment? Ouais, ça c'est très intéressant comme question. En fait, tu as deux types de banques, enfin banques principales on va dire, les banques nationales et les banques régionales. Les banques nationales, c'est tout ce qui va être BNP, Société Générale, LCL, la Banque Postale. Les banques régionales, c'est tout ce qui est CEC, Crédit Mutuel, Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Caixa, Crédit Agricole. Tout ça, c'est des banques régionales. Les banques régionales ont le pouvoir de décision en agence. C'est-à-dire que le gars ou la fille que tu as en face de toi a le pouvoir de décider, s'il est directeur de l'agence, s'il te finance ou pas. Il n'a pas besoin de passer par un pôle crédit, un pôle engagement ou qui que ce soit pour décider tant que tu restes dans sa délégation. C'est quoi la délégation? C'est le montant que le directeur ou la directrice peut t'octroyer comme crédit. Le montant de cette délégation, elle est en fonction de ta note bancaire. Plus ta note est bonne, plus ils vont pouvoir te prêter Ah, donc d'argent. ça veut dire que plus je vais mettre de l'essence à la pompe à essence, plus du coup l'enveloppe du banquier qui pourra me prêter elle augmente. C'est exactement ça. Ok. Plus tu as une bonne note, plus tu peux emprunter. Donc c'est important, c'est pour ça que je te disais c'est important de jouer sur ta note bancaire. Et ça va être aussi en fonction de l'ancienneté du directeur que tu as en face ou de la directrice et en fonction de l'agence qu'il a. J'ai rien contre l'agence de Bondy par exemple, mais bien évidemment que le directeur de Bondy il a peut-être moins de pouvoir que le directeur des Champs-Élysées. C'est pas une question d'emplacement en lui-même, c'est une question de typologie de client. Si le directeur des Champs-Élysées a la même délégation que le directeur de Bondy, tu vois, sur les Champs-Élysées, le moindre achat, ça va être par exemple 1 million. Donc le gars, s'il a 500 000 de délégation, il ne peut jamais donner son accord en agence, il va être toujours obligé de solliciter le pôle qui est au-dessus. Donc c'est contraignant. Donc c'est pour ça que sur les banques régionales, l'avantage, c'est que la personne que tu as en face de toi a le pouvoir de décision. Alors que sur les banques nationales, c'est un service crédit, un service engagement, un service risque, peu importe le nom, mais qui va décider. Donc en fait, toi, tu es juste un chiffre. C'est des chiffres, tu rentres dans les Ok. cases, on te finance, tu rentres pas dans les cases, on te Peu finance importe pas. le feeling que tu as avec la personne en face, ça joue pas du tout. En fait. Il va essayer Voilà. de peut-être de faire passer ton dossier en priorité, de dire au service crédit, bah écoute, c'est un très bon client, etc. Donc ça aura une petite incidence, mais c'est pas la même que si la personne a le pouvoir de décision en face. Ok. Maintenant, d'après toi, quelles sont les stratégies les plus efficaces quand tu veux obtenir un crédit sans apport? Surtout quand tu es nouveau, quand tu commences l'investissement immobilier, ce serait quoi les astuces ou les stratégies les plus efficaces pour que le banquier il accepte? C'est comme dans toutes les relations humaines. Il faut que tu vois ce que ton interlocuteur veut. C'est quoi lui son but? Qu'est-ce qu'il a besoin? Tu vois, tu peux pas voir juste ton intérêt à toi. Tu dois avoir le besoin de ton interlocuteur. Son besoin à lui, c'est de collecter de l'épargne. C'est de faire des chiffres au niveau commercial, donc de vendre des produits et services. Donc tu dois mettre des choses en place, comme je te disais, que ce soit l'épargne, que ce soit les assurances. Tu dois lui mettre des choses en place pour que lui ait envie aussi de te faire plaisir. Comment tu peux négocier? Tu peux lui dire, bah, par exemple, écoutez, monsieur le banquier, je fais un projet à 100 000. Je sais très bien que vous allez me demander entre 10 et 20% d'apport parce que c'est la norme. Donc, tu vas devoir ramener entre 10 et 20 000. Moi, ce que je vous propose, plutôt que vous ramener ces 10 ou 20 000 en apport, c'est de les placer en assurance vie chez vous. En contrepartie, je ne mets pas d'apport dans mon projet. Et là, tu vois, tu as un pouvoir de négociation qui est important. Parce que non seulement tu ouvres un produit chez lui, mais en plus, tu places de l'argent et tu t'engages à faire un versement tous les mois. Donc, tu vois, c'est une relation gagnant-gagnant. Et là, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Ok. Est-ce que tu as un exemple concret, tu te rappelles d'un de tes clients ou toi peut-être, qui a réussi à obtenir un sans apport et comment il s'y est pris exactement? J'ai plusieurs clients avec qui j'ai travaillé sans apport quand j'étais encore à la banque. Je peux te citer deux exemples. J'ai un client qui me ramenait énormément de monde. En fait, que des investisseurs. C'était un investisseur et du coup, il jouait le jeu tout le temps. Ouais, Christophe, tu as besoin de quoi?
on fait quel produit, on met quel service en place, c'est parti. Tout ce que tu veux mettre en place, pas pour me faire plaisir, mais il avait compris comment ça se passait. Il me dit, bah, moi, j'ai besoin d'une assurance auto. J'ai besoin d'une assurance habitation. Je suis chef d'entreprise, j'ai besoin d'une prévoyance. Je fais tout avec toi. Je ne vais pas voir ailleurs, je fais tout avec toi. Et en contrepartie, bah, moi, je l'ai financé. Et même dans cette banque où on devait mettre de l'apport, je lui ai dit, bah, écoute, il m'a dit, ouais, on peut faire quelque chose, je ne voudrais pas mettre d'apport. J'ai vu avec le directeur, on lui a fait un crédit sans apport. Ça, c'est la première typologie de monde et il me ramenait énormément d'investisseurs et de gens comme lui qui jouaient le jeu. C'est difficile de dire non à quelqu'un quand il te ramène du business. Tu vois, c'est comme toi, demain, tu as une société, bah, tu as un élève qui te ramène beaucoup d'élèves pour tes formations, tes coachings. Tu vas pas lui dire, quand il va te faire une demande, ouais, bah, je peux avoir une place là pour ton séminaire. Ah bah non, laisse tomber. Je vais dire, ok, pas de souci, avec plaisir. Donc, il faut voir aussi ce qu'a besoin ton interlocuteur. Et la deuxième personne, c'est une personne qui était prospect, donc que je ne connaissais pas. Et elle m'a dit, écoutez, j'ai 200 000 euros. Vous m'avez reçu tout de suite, je les place chez vous. 6 mois après, il m'a sollicité pour un crédit. Bah voilà, c'était une relation de confiance. Et du coup, je lui ai fait des super conditions. Ok. Et comment une personne, elle peut compenser le fait qu'elle n'a pas d'apport? Tu as donné une. Alors, c'est pas vraiment parce qu'elle avait un apport, elle l'a placé en assurance vie, mais comment une personne peut compenser le fait justement qu'elle n'ait pas d'apport pour obtenir son crédit? Le fait de nouer une relation, c'est-à-dire, tu vois, la personne n'a pas d'apport, n'a pas d'épargne tout de suite, mais elle va dire, ok, là, j'ai pas d'apport, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est on peut mettre un différé aussi en place sur le bien. C'est-à-dire que tu sais, une mensualité de crédit, c'est composé en fait du capital que tu rembourses tous les mois à la banque. Mhm. Donc ton crédit, il est de 100 000 tous les mois sur la mensualité que la banque te prend. Tu as par exemple 800 euros qui va servir pour rembourser ces 100 000 euros. Tu as 100 euros d'intérêt et 100 euros d'assurance, par exemple. Quand tu fais un différé, tu ne payes que les intérêts et l'assurance ou que l'assurance. Donc tu vas payer que 100 ou 200 euros sur l'exemple que je viens de te citer. Du coup, le loyer que tu encaisses, tu as un delta qui est plus important entre le loyer et la mensualité de crédit. Et bien, ce delta-là, au lieu de le garder dans ta poche, tu vas dire à monsieur le banquier, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, je ne vais pas mettre d'apport sur mon bien. En revanche, grâce au différé que vous allez m'octroyer, bah, tout cet argent-là, je le place chez vous, en assurance vie, par exemple. Et Top. là, tu vois, tu as un pouvoir de négociation. Yes. Moi, pour la petite histoire, hein, j'avais réussi à faire un montage avec mon banquier, c'est que je voulais pas donner d'apport au départ. Et donc, on s'est mis d'accord avec le banquier pour que l'apport qui représentait les frais de notaire, 10%, je les place pas tout de suite, mais je les place en fait pour compenser le montant des travaux. Donc, je devais mettre cet argent dans l'assiette, dans l'enveloppe en fait travaux. Travaux. Sauf que moi, j'étais intelligent. Les travaux, je les avais chiffrés à 40 000 euros à la banque, mais concrètement, j'en avais que pour 30 000 euros. Donc les 10 000 euros restants, je ne les ai jamais mis parce que à la banque, j'avais sollicité une enveloppe de 40 000 euros pour faire mes travaux, mais j'avais que 30 000 euros réels de travaux à dépenser avec mes artisans. Donc du coup, j'avais ce gap de 10 000 euros que je n'ai jamais mis en fait parce que j'avais réussi à faire descendre mes devis de travaux. Donc ça, c'était la première solution que j'avais réussi à faire. Je l'ai fait qu'une fois par contre. C'est très dur de faire ça. Bah, c'est très dur parce que les banques vont débloquer ton montant de travaux, soit sur facture directement à l'artisan, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de justifier d'une facture et ils vont payer l'artisan, donc tu n'as pas les fonds, soit sur ton compte pour certaines banques sur facture. C'est-à-dire que là, tu leur donnes la facture et elles mettent sur ton compte. Donc là, c'est beaucoup plus facile de faire la technique que Yes. tu as dit. Mais si elle demande de payer directement à l'artisan, c'est très complexe. Il existe une solution qu'on pourra vous dévoiler, mais ça, c'est un secret, on verra à la fin. Yes, ok. Une autre chose aussi, je voulais savoir, tu sais, il y a toujours, on se base toujours sur le taux d'intérêt. Il y a un élément qu'on ne prend pas souvent en cause, qu'on ne pense pas à négocier aussi. Et les banquiers ne nous disent pas forcément de but en blanc, c'est la condition et comment dire, l'organisme de caution ou l'hypothèque qu'il faut rattacher à un crédit. En France, quand tu fais un crédit immobilier, tu dois avoir un garant, soit une société de caution, et tu nous diras justement qui choisit d'être cautionnaire. Est-ce que c'est toi, Ouais. tu peux ramener ta maman ou ton frère pour être cautionnaire? Et quelle est la différence justement entre cette caution et ce qu'on entend souvent, l'hypothèque, c'est-à-dire l'hypothèque sur le bien immobilier que la banque va prendre? Déjà, quelle est la différence entre les deux et quel est le meilleur choix à faire entre avoir une caution ou avoir une hypothèque? Alors, tu l'as dit dans les mots que tu as utilisés. En fait, c'est deux choses complètement différentes. La caution, c'est-à-dire que c'est une personne physique ou une personne morale qui va se porter cautionnaire du crédit. C'est-à-dire que si toi, tu ne rembourses pas, elle va rembourser. Mais ça, c'est une caution. C'est obligatoire?
Non, c'est pas obligatoire. Alors que la garantie, c'est soit, comme tu le disais, un organisme de cautionnement qui se porte garant en cas de défaillance de paiement, donc si tu n'arrives pas à rembourser ton crédit. Donc ça peut être Crédit Logement, ça peut être la SACEF, ça peut être CMH. Selon la banque que tu as, ils ont leur propre organisme de cautionnement ou elles travaillent avec des organismes de cautionnement différents. Il y a des investisseurs qui font des doublettes, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, mais je suppose que oui. Donc ils achètent des biens en même temps. Ils font attention à quoi? Ils font attention à ne pas solliciter deux banques qui ont le même organisme de cautionnement. Déjà, il faut faire attention quand tu utilises cette stratégie parce que si la banque le découvre, elle peut te demander la déchéance du crédit, donc le remboursement du prêt. Donc ça peut être très dangereux pour un investisseur qui n'a pas de fonds. Donc je ne conseille pas spécialement de le faire. Mais en tout cas, ça existe. Donc ça, c'est des organismes de cautionnement. Et tu as la garantie réelle qui est hypothèque ou privilège de prêteur de deniers ou IPPD, maintenant ça s'appelle, c'est pareil, on s'en fout des noms. Le but de comprendre, c'est que c'est une garantie réelle. Ça veut dire que la banque va prendre en garantie ton bien ou le terrain que tu achètes. Donc souvent, quand c'est pas bâti, déjà c'est du terrain, des travaux, ça va être une hypothèque. Quand c'est quelque chose qui existe, c'est un PPD, un privilège de prêteur de deniers. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, c'est un organisme qui se porte garant et l'autre, c'est pris directement sur ton bien dans la garantie. C'est-à-dire que s'il y a une défaillance de paiement, eh ben, on prendra ton bien et on le vendra par exemple aux enchères pour pouvoir se rembourser la somme. Enfin, la banque le fera. Donc voilà, c'est ça la différence. C'est pas toi qui choisis, c'est la C'est une banque. bonne question. Ça. Parce que la question que j'allais te poser, Ouais. qui choisit du coup? Bah, c'est la banque. En fait, la banque en priorité, elle va toujours tabler sur l'organisme de cautionnement, surtout en ce moment. Donc, Et pourquoi? Crédit Logement, parce qu'en fait, ça lui permet d'avoir un autre visu, un autre regard, de pouvoir garantir, entre guillemets, avoir une autre sécurité sur le crédit qu'elle t'octroie, parce que ça va être un organisme, donc c'est des gens derrière qui vont vérifier ta solvabilité, enfin que pour eux, tu pourras rembourser le crédit, qui vont vérifier la valeur de ton bien. Donc ça leur permet d'avoir un autre regard sur le dossier qu'ils font. Donc à privilégier ce système-là. Mais il faut savoir une chose, c'est pas parce que ton dossier il est refusé par un organisme de cautionnement, donc type SACEF, Crédit Logement, que tu ne peux pas avoir ton financement. La banque Parce peut que dire, du coup, la société de cautionnement peut nous dire non, ce client-là, en fait, j'en veux pas. ouais, Et dire à la banque, toi, tu lui as dit oui pour son crédit, mais moi, je ne alors vais pas me porter garant. c'est l'inverse. La banque lui présente le crédit et elle se positionne. Ah, Non, ok. je veux pas faire. Donc là, la banque dit, bah moi j'ai peur, mon organisme de cautionnement a dit non, ou alors j'ai pas peur, mais je veux aller dans son sens et du coup je refuse le dossier. Ou alors elle peut dire, ok, l'organisme de cautionnement a dit non. Maintenant, moi j'ai le pouvoir de décision. Je peux dire, ok, moi je vais prendre ce risque-là. Je vais poser une garantie réelle, donc PPD ou hypothèque, et je vais financer le client. Donc c'est pas parce que vous ne pouvez pas avoir de crédit que l'organisme de cautionnement refuse que la banque ne peut pas vous faire de crédit. Ça veut dire juste que vous ne pourrez pas passer par un organisme de cautionnement ou que la banque ne pourra pas solliciter un organisme de cautionnement en garantie. Ok, donc du coup, en fait, on peut avoir un refus du banquier parce que la société de cautionnement ne suit pas et le banquier suit le move, Ouais, c'est on va ça. dire. Mais après, on peut dire au banquier, ah bah du coup, pourquoi c'est non? Parce que la société de cautionnement ne veut pas vous suivre, donc nous on a suivi la société de cautionnement. Ok, donc on peut proposer une solution intermédiaire à la banque en disant, est-ce qu'on peut pas mettre une hypothèque sur le bien pour faire financer le projet? C'est exactement ça. Ok. Tu peux le dire ou si la banque a confiance en toi et justement que tu es un bon partenaire comme on a vu, elle va te le proposer. Ok, et donc pour un investisseur, quel est le mieux, avoir une hypothèque ou avoir une caution? En fait, il y a plein de choses que tu peux faire avec un organisme de cautionnement et que les investisseurs pratiquent aujourd'hui, notamment le fait de ne pas rembourser son crédit alors qu'ils ont vendu le bien. C'est pareil, ce n'est pas quelque chose que je conseille. Mais quand tu passes chez le notaire pour la vente de ton bien, le notaire, si c'est un organisme de cautionnement, il te demande un RIB pour virer l'argent. Et tu peux le virer sur n'importe quel compte. Alors que quand tu as une garantie réelle type hypothèque ou privilège de prêteur de deniers, dans ce cas-là, le notaire remboursera toujours en priorité la banque. Donc là, tu ne peux pas y échapper. Après, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Moi, je te dirais de privilégier plus la garantie réelle en tant qu'investisseur. Donc, à l'inverse de ce que font beaucoup d'investisseurs pour utiliser des techniques comme je viens de te les citer, j'utiliserais des garanties réelles. Pourquoi? Parce que quand tu utilises des garanties réelles, tu vois, moi, par exemple, j'ai plus de revenus locatifs que de revenus pro, de salaire, on va dire. Du coup, par exemple, la SACEF, c'est rédhibitoire pour eux. C'est-à-dire qu'ils m'accepteront jamais comme client. Donc, en organisme de cautionnement,
tu as la caisse d'épargne et la banque populaire qui passent par cet organisme de cautionnement. S'ils me financent, et ce qui est le cas, ils passeront toujours par des garanties réelles. Ok, super. Top. Alors, je te pose des questions, mais bien évidemment, j'ai déjà testé les deux, Ouais. etc. Faire très attention avec le cautionnement et surtout la technique que tu as dit, de ne pas rembourser son crédit et de garder bien le montant de la vente totale plus forcément le montant du bien sur un autre compte pour avoir un compte qui est joli. Moi, je me suis retrouvé avec, sur 2 ventes d'affilée avec 800 000 euros qui ne m'appartenaient pas. Il y avait une partie qui était pour le remboursement du crédit et une partie de marge. Il faut faire très attention avec ça parce qu'on peut vite se brûler les doigts à vivre avec ça alors que ce n'est pas votre argent. Il y a une partie qui appartient à la banque pour le remboursement du bien immobilier. Donc, il faut juste faire attention. Ça peut servir comme stratégie si vous voulez aller faire d'autres levées bancaires et donc visuellement avoir un compte avec beaucoup d'épargne dessus et avoir un espèce d'appât. Voilà, mais cet argent, il faut bien faire attention, il ne vous appartient pas. Il y a une partie en tout cas qui est faite pour la banque, il faut faire très attention à ça. Et deuxième chose aussi pour l'hypothèque, de l'autre côté de l'hypothèque, il faut faire quand même attention lorsqu'on vend, parce que si on vend le bien immobilier, le notaire doit faire une levée d'hypothèque, donc il doit lever, il y a une espèce de cadenas qu'il a mis sur la maison, il doit le lever, ça coûte un passage chez le notaire, donc des frais, mais il faut que la vente compense, ou alors il faut faire une demande spéciale pour faire une levée d'hypothèque partielle. Parce qu'en grosso modo, si l'hypothèque est de 200 000 euros, il faut que la vente soit à hauteur de 200 000 euros pour que le notaire puisse lever l'hypothèque. Ou alors, si vous vendez votre bien 180 000 euros et que vous avez encore un autre bien qui a des revenus locatifs, si les revenus locatifs vont compenser la partie manquante, le notaire va pouvoir faire une levée d'hypothèque partielle pour vous permettre de vendre le bien immobilier. Donc ça, Ouais, c'est c'est deux choses à important. faire Je attention. voudrais rebondir justement sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du coût. Déjà, pour ce qui est de la technique de ne pas rembourser ton crédit, tout, les gens ils peuvent se dire, ouais, il est investisseur, il est ancien banquier, il connaît la technique, pourquoi il ne l'utilise pas? C'est pas, voilà, j'ai pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, mais ça peut être très dangereux, comme tu l'as dit, parce qu'il y a des gens qui vivent avec cet argent-là. Mais derrière, faut pas oublier un truc, tu rembourses pas ton crédit, mais tu as toujours les mensualités que tu dois payer à la Ouais, banque. ouais. Donc, il faut faire attention de ne pas te cramer les ailes, comme tu disais. Et l'autre chose, c'est rebondir sur les coûts, parce que tu as raison, ça a un coût, la levée d'hypothèque. En général, quand vous passez par un organisme de cautionnement, le coût est plus important au début, c'est-à-dire la mise en place quand tu fais ton crédit par rapport à une garantie réelle. Donc, une hypothèque, un privilège de prêteur de données, ça coûte moins cher au début. Par contre, à la fin, comme tu l'as dit, tu dois repayer pour le lever. Alors que l'organisme de cautionnement, selon les organismes de cautionnement, te rembourse une partie de ce que tu as donné au début. Donc à la fin, ça coûte moins cher. Ok. Donc, à faire bien attention, le cautionnement, c'est justement celui qui va dire si oui, je me porte garant pour toi. En gros, Ouais, c'est ça l'idée. tout C'est à ça fait. l'idée. Et donc, il faut faire attention parce que chaque banque a travaille avec des organismes de cautionnement. C'est ça, ils Ouais, sont affiliés. Ok. tout à Donc, fait. potentiellement, Crédit Agricole peut travailler avec une société de cautionnement et je dis une bêtise, LCL peut travailler avec la même société de cautionnement. Tout à fait. En fait, tu as ces banques travaillent avec Crédit Logement, par exemple, au même titre que le CIC et que la BNP. Donc, plusieurs banques ont le même organisme de cautionnement. Ça veut dire que demain, si tu sollicites deux prêts, eh ben, les deux banques seront au courant que tu as sollicité deux prêts, même dans deux banques différentes, même si elles ne voient pas entre elles Ok. ce que tu sollicites, mais par contre, l'organisme de cautionnement voit tout. Donc je peux dire au LCL, non, du coup, j'ai jamais investi, moi je suis bon, j'ai pas de crédit sur le dos. Et du coup, comme ils travaillent avec la même société de cautionnement que Crédit Agricole, ils vont voir que tu as déjà un crédit C'est chez Crédit ça. Agricole. Ok, Donc, d'accord. mais c'est pour ça que je n'encourage pas les gens à mentir. Tu vois, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai un taux d'endettement qui est élevé, mais c'est ce qu'on disait au début de l'interview, c'est que tu as la possibilité quand même de faire du crédit. Aujourd'hui, moi, je cache rien à mes partenaires. Je leur dis, voilà tous les crédits que j'ai. Le taux d'endettement, certes, est plus élevé que ce qui est préconisé, mais par contre, ils me suivent parce qu'ils me font confiance et je suis professionnel. Je vois beaucoup d'investisseurs qui me sollicitent dans le cadre des accompagnements, tu vois, et ils ont caché des trucs à toutes les banques. Donc, ils se retrouvent à un moment donné où ils ne peuvent plus rien faire. Parce que les organismes, même s'il y a plus de 100 banques en France, les organismes de cautionnement, c'est restreint. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'ils sollicitent une banque, ah ouais, mais non, mais là, je peux pas dire ça, je peux pas dire ça. Bah, c'est fini, tu peux plus investir. Ouais, t'es coincé en Ouais, fait. t'es coincé. Ok, donc, mais c'est intéressant quand même de savoir quelle banque est affiliée à quel organisme de cautionnement. Ouais, tous ceux Yes. qui suivront le podcast, l'interview, je vous propose de taper cautionnement sur les commentaires et on vous enverra avec Kevin la liste des organismes Parfait. de cautionnement Yes, par ça banque. c'est un bon petit cadeau. Merci Ouais, Christophe. Donc, mettez cautionnement. ouais, Allez, cautionnement. cautionnement dans les commentaires. Et puis Christophe vous fera le cadeau de vous donner la liste
Des organismes de cautionnement par banque. Ok, Ouais. qui sont affiliés aux banques. Comme ça, Ouais, vous tout à saurez fait. quelle banque est affiliée à quel organisme de caution. Ok, bah merci pour ce cadeau, Christophe. On va revenir sur le crédit pour l'obtention du financement. Quelles sont les erreurs à ne pas faire lorsqu'on se présente à la banque pour obtenir son financement? On rappelle sans apport. Bah, les erreurs à pas faire, c'est présenter la moitié d'un dossier. Tu vois, tu arrives à la banque, tu n'as pas un dossier complet. Aujourd'hui, c'est important de savoir les documents que tu dois donner, avis d'imposition, bulletin de salaire, enfin tous les documents que tu dois fournir en tant qu'investisseur. Si tu fournis la moitié des éléments, bah déjà, tu n'as pas un dossier complet. Ça favorise la perte de temps chez ton banquier. Donc, des allers-retours. Il va te demander à chaque fois les documents qui manquent, tu vas lui renvoyer la moitié. Il va te redemander, au bout de 3 allers-retours, il va te dire, allez hop, hop, ton dossier va sur le côté, refus de prêt, c'est fini. Donc, il faut faire attention d'être professionnel. C'est fini, on n'est pas comme il y a 3 ou 4 ans où les banques prêtent à tour de bras, tu vois. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce que tu fais. Il faut te comporter comme un professionnel et fournir un dossier vraiment complet, mâcher le travail à ton interlocuteur bancaire pour avoir beaucoup plus de chances d'obtenir ton financement, encore plus quand tu veux du sans-apport. Donc le sans-apport, on a vu, c'est possible quand tu n'as pas d'épargne, mais c'est aussi bien d'avoir de l'épargne et de ne pas le mettre. C'est-à-dire de montrer à la banque que tu es un bon père de famille, une bonne mère de famille, que tu sais gérer tes sous, que tu as de l'épargne, mais justement que tu souhaites conserver cette trésorerie pour faire face à des problèmes éventuels. Ok. Euh, Quels seraient les conseils pour toi à faire avant d'aller dans le bureau du banquier? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, ce que je fais aujourd'hui en tant qu'investisseur, c'est déjà dossier complet. Et en amont, comme je te disais, l'investissement, ça commence pas le jour où tu signes un compromis. Ça commence des mois à l'avance. Donc moi, sur tous mes partenaires, ça fait déjà plusieurs années que je joue le jeu. Et tu vois, aujourd'hui, depuis le début de l'année, là, j'ai levé plus de 2 millions d'euros. Comment j'ai fait sans avoir aucun refus? Alors, ça m'arrive d'avoir des refus, hein. L'année dernière, j'ai eu des refus auprès d'une banque qui a fini par me financer pour un autre investissement, mais du coup, il y a un investissement que je n'ai pas pu sortir. Ce que je veux dire, c'est juste que j'ai fait 3 demandes de financement depuis le début de l'année pour plus de 2 millions d'euros avec 3 banques différentes. Zéro refus, que des accords, avant même que j'ai signé le compromis. Pourquoi? Tout simplement parce que ces partenaires-là, je travaille avec eux depuis des années. Ils me font confiance. Tu leur montres que tu es un professionnel. Tu leur montres que tu joues le jeu toute l'année. Tu vois, il y a une directrice, elle m'appelle. Ouais, Christophe, j'ai un compte d'épargne à terme. Est-ce que tu peux me mettre 5 000 ou 10 000 dessus? Ok, pas de souci. On met 5 000 ou 10 000, comme vous voulez. J'ai des assurances, là, je peux vous faire, j'ai une prévoyance à mettre en place. Allez-y, pas de souci. En fait, je chipote jamais, tu vois, ça peut paraître, bien entendu que c'est un investissement. Quand tu prends un compte packagé dans une banque, aujourd'hui, tu es aux alentours de 15-20 euros. Quand tu prends une prévoyance, c'est 5 euros. Quand tu mets de l'argent de côté, bah, c'est de l'argent qui n'est pas disponible tout de suite selon le produit que tu prends. Mais c'est un investissement, je le vois comme un investissement. À la fin, tu vois, quand on me donne 2 millions, c'est 2 millions que je n'avais pas sur mes comptes. Donc la banque t'enrichit quelque part. Donc tu es obligé de donner des contreparties. Yes. Ah, il m'est arrivé lors d'un financement bancaire, donc le banquier m'autorise, m'accepte en tout cas, accepte ma demande de financement bancaire. Et dans la discussion, je sympathise avec lui. Ils me disent, et il se renseigne un petit peu. Il était curieux de savoir ce que je faisais. Vous faites d'autres projets en ce moment? Je dis, ah bah là, je viens de signer un compromis. Je vais repartir en recherche financement bientôt. Et moi, en fait, j'avais la croyance de me dire, ok, il vient de m'accorder là tout de suite. On vient de signer les papiers et d'obtention de financement. Et du coup, je lui dis, bah, je vais repartir en financement pour le prochain parce que je viens de signer un autre compromis de vente. Et il me dit, bah, attendez, donnez-moi voir votre dossier. Et en fait, il me refinance sur le coup le deuxième, cash, en fait. Ouais. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie? Est-ce qu'il y a un temps de latence ou est-ce que c'est moi qui ai eu un coup de chance de remettre un dossier sur le tas direct quand j'ai eu l'acceptation? Comment tu vois la chose? Est-ce que quand tu viens de finir de financer un projet, est-ce que c'est le bon moment pour aller en remettre un deuxième sur la table pour le banquier? Parce que du coup, il a le profil, tous les feux sont au vert, donc il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il y a une fenêtre qui s'est ouverte, on fonce dedans. Ou alors, est-ce que toi, tu es plus du genre à dire, OK, il vient de t'en financer un, attends peut-être tant de temps pour aller le ressolliciter? Ce que tu as fait là, c'est la meilleure stratégie du monde. Il n'y a pas mieux. Il faut directement ressolliciter ton banquier. Tu vois, il y a un élève que j'ai accompagné, il a sollicité 4 crédits d'affilée comme ça auprès de sa banque pour 1 million d'euros, euh, juste parce que la banque te fait confiance. Une fois que la banque a te fait confiance une fois, elle n'a pas de problématique à te financer 2 fois, 3 fois, 4 fois, puisqu'elle t'a fait confiance. Elle ne va pas te dire, OK, je te fais confiance là pour 200 000, tu me redemandes 200 000, ah bah non, cette fois-ci, j'ai peur, je ne te les prête pas. Si tu n'as pas le bon interlocuteur, il peut te dire,
«Ah, c'est trop tôt, monsieur Mars, faut attendre un petit peu, revenez dans 4 ou 5 mois, là, je vais pas vous reprêter». C'est qu'il a rien compris à l'investissement. C'est pas le bon interlocuteur. Si tu as le bon interlocuteur, il va te refinancer tout de suite. Jusqu'à son pouvoir de délégation, tu vois? C'est pour ça que c'est important Hmm. de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'une fois que tu as les cartes, tu connais les règles du jeu, tu peux y jouer. Si tu connais pas les règles, bah, tu peux pas jouer à un jeu que tu connais pas les règles. Ok. Et pour un dossier sans apport, est-ce que les conditions, le taux justement ou les garanties, est-ce qu'elles sont plus strictes que pour un dossier classique? Et comment on pourrait faire justement pour éviter si c'est le cas? Non, c'est pas que c'est plus strict. Encore une fois, c'est comprendre les besoins de ton interlocuteur. Donc, c'est quoi les besoins de ton interlocuteur? Est-ce que ça va être faire du crédit? Est-ce que ça va être que tu mettes de l'apport ou pas? Et quels sont tes besoins et tes objectifs à toi? Il faut mettre en corrélation les deux pour voir ce qui est le plus important et ce que tu peux obtenir. Tu vois, si pour toi, ton ambition, c'est de faire du cash rapidement, bah, vaut mieux pas trop te démunir de ton apport et demander un différé de crédit. Parce que quand tu vas mettre de l'apport, calcule le nombre d'années qu'il va te falloir avec ton cash flow, donc avec le résultat net que tu as tous les mois, pour le reconstituer. C'est énorme. Donc en réalité, il vaut mieux pas se démunir de son épargne, faire un crédit avec le moins d'apport possible pour pouvoir dégager le plus de bénéfices. Mais bien évidemment, quand tu vas multiplier les acquisitions, tu vas devenir un professionnel de l'immobilier, la banque va te demander des engagements des fois, va te demander de mettre de l'apport. Mais tu vois, ça dépend. Aujourd'hui, je vais te donner mon exemple. J'ai des banques qui me financent tout le temps sans apport, sans rien que je demande. Elles savent que je suis investisseur, elles se disent OK, pourquoi il vient chez nous? Parce qu'on a des super conditions, je continue à les faire profiter de ces conditions. En échange, ils me donnent toutes les contreparties que je veux. Tout le monde est gagnant. Et il y a des banques, à contrario, qui sont comme la banque dans laquelle j'ai travaillé, qui me disent Monsieur Allais, écoutez, vous êtes sympa, on vous fait votre crédit. Par contre, vous mettez 10%, 20% d'apport. Donc, il y a des banques qui me demandent 20% d'apport. Tu me demandais quelle stratégie tu peux mettre en place. Ce que je leur propose aujourd'hui, c'est de nantir une somme d'argent, c'est-à-dire bloquer en épargne une somme d'argent chez eux pendant une période déterminée. Et en échange, ils me demandent moins d'apport. Par exemple, sur une opération à 100 000, ils me demandent 20%, 20 000 euros. Moi, je lui dis, j'en mets 10 et je te place 10 000 euros de nantis chez toi pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, tu as 10 000 euros qui sont bloqués et 10 000 euros que je mets en apport. Et en contrepartie, tu me fais un différé de 24 mois. Top. Et du coup, est-ce qu'il y a des alternatives? Si vraiment on ne peut pas avoir de crédit, les banques elles refusent. Est-ce qu'il y a des autres alternatives, des structures ou d'autres choses pour avoir, pour obtenir un crédit immobilier? Bah, il y en a que tu connais, puisque je crois que tu as un fonds d'investissement. On en a parlé tout à l'heure. Donc, tu as la possibilité d'investir différemment aujourd'hui, soit avec des sociétés de crowdfunding donc qui vont te prêter de l'argent. C'est des financements participatifs ou des gens, ou par exemple des contrats obligataires où les gens vont te prêter de l'argent en échange d'une rémunération. Donc, tout ça aujourd'hui sont des financements différents auxquels tu peux avoir recours pour pouvoir acheter de l'immobilier. Donc, ça peut être intéressant. Bien souvent, c'est beaucoup plus intéressant quand tu fais des opérations d'achat-revente, de marchand de biens, plutôt que quand tu fais de l'investissement locatif, parce que les rémunérations sont quand même importantes, les taux d'intérêt sont importants. Donc, quand tu immobilises l'argent et que tu le gardes trop longtemps, c'est difficile d'avoir un bien rentable sur des opérations comme celle-là. Ok. Et quel conseil vraiment technique ou quel est le meilleur conseil? On va en prendre un, parce que généralement, quand il y en a plusieurs, on se défocus. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un pour son premier projet immobilier qui veut solliciter une obtention de crédit sans apport? Quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Pour moi, il n'y a rien de mieux que le partenaire bancaire. En fait, tout est une question d'humain. Les gens cherchent, retournent le problème dans tous les sens, alors que la réponse est très simple. Tout dépend de ton partenaire bancaire, de l'interlocuteur que tu as en face de toi, de l'humain que tu as en face de toi. Si tu t'entends bien avec la personne que tu as en face de toi, tu n'auras plus jamais de problème de crédit en fait. Ça va être très simple. Il ne faut pas hésiter, tu vois, même à passer du temps avec ton banquier. C'est un peu bizarre ou ta banquière, l'inviter au resto. Pas pour, tu vois, pas le soir ou pas pour avoir un 0,6, mais pour échanger, passer du temps, comprendre c'est quoi ses points d'intérêt, quels sont ses hobbies. Tu vas trouver en fait des feelings, des points communs entre toi et lui ou toi et elle. Et du coup, vous allez pouvoir échanger sur autre chose que l'immobilier. Il y a trop d'investisseurs qui vont à la banque et qui sont focus investissement, mon crédit, mon crédit, mon crédit. Moi, quand j'étais à la banque, tu vois, et pourtant je suis passionné d'immo, mais ça me faisait chier. Ça me fait chier d'avoir un client en face de moi qui, mon taux, en plus,
tu vois, quand tu réclames ton taux et tout, déjà, tu comprends pas grand-chose parce qu'en réalité, le taux, on l'a vu, c'est pas important quand tu es investisseur. Donc, un investisseur qui venait, mon taux, mes frais de dossier, mes frais de garantie, tu vois, qui voulait gratter surtout, tu pas envie de lui faire un crédit. Alors que quelqu'un avec qui tu vas partager un moment, tu vas aller au resto avec lui, il va te parler de sport, il va te parler de voyage, enfin, peu importe, vous allez avoir des passions en commun, vous allez échanger, bah, il va se souvenir de toi comme le gars qui est intéressant. Ah, lui, c'était bien, on a passé un bon moment la dernière fois ensemble. Et il aura plus envie de te financer. Yes. Je sais plus qui disait ça, il disait je suis fasciné par l'être humain parce qu'il est capable de donner un pourboire à quelqu'un qui a juste servi une assiette au restaurant, mais il n'est pas capable de donner des frais de dossier pour une personne qui peut te changer ta vie sur un crédit immobilier. C'est vrai que c'est ouf, c'est un peu le pourboire en fait, les frais de dossier. Tout le monde négocie, essaye de ah, je veux pas de frais de dossier. C'est un très mauvais signal. C'est comme si c'était dans les mœurs de donner un pourboire à chaque service. Ou de dire ah non, lui, je lui donne pas de. Ça montre il n'a pas envie de te servir ton assiette après. Quoi. C'est un peu le problématique. Et petite anecdote, c'est marrant que tu dises invitez votre banquier au resto parce que moi, je prends toujours mes rendez-vous bancaires à 11 h justement. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie aussi stratégique, c'est que si je le place à 14 h, c'est le pire moment parce que déjà, c'est l'après-midi, juste après avoir mangé, on est tous. Faut pas oublier que c'est un être humain, c'est pas un ordinateur. Du coup, tu sais qu'à 15 h, il y a 99% de chances qu'il a un autre rendez-vous. Donc déjà, ton temps, il est limité parce que de 14 à 15, en plus, le banquier va venir te chercher à 14h05, 14h10 dans la salle d'attente. Donc du coup, tu n'as plus que 50 minutes pour présenter ton projet. Il y a un autre rendez-vous qui arrive juste après. Et le pire qu'on pourrait donner aussi, c'est le vendredi à 17 h, quoi. Juste avant le week-end, pour le C'est banquier, clair. il est fatigué, il est comme tout le monde, il a juste envie d'aller en week-end, quoi. Et moi, le meilleur horaire, je prenais toujours à 11 h parce que tu dépasses un petit peu. Il est midi, midi et quart. Le banquier, s'il va faire, il va aller manger. Et du coup, vous faites quoi? Juste vous allez manger? On peut aller, si vous voulez, je vous invite juste au café du coin, puis on continue la discussion. Tu vois? Et c'est le meilleur moment, en fait, pour justement avoir. Parce que c'est vrai que si à 9 h du matin, t'es un homme et que c'est une banquière que tu as en face de toi et qu'à la fin du rendez-vous, tu lui dis ah, je repense au conseil de Christophe qui a dit faut que je l'invite, vous ne voudrez pas aller manger avec moi. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc, c'est mieux de prévoir à 11 h, comme ça, au moins, on a un élément de contexte qui peut Mais nous permettre de donner c'est ce créneau-là. exactement ça. Et en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est la meilleure stratégie du monde. Tu vois, moi, tous mes rendez-vous, c'est exactement ce que je fais. Même je pousse le vice plus loin. Je fais à 11h30, midi. Comme ça, on parle une demi-heure de ce que j'ai besoin pour l'IMO, pour les banques. Et ensuite, on va manger, on parle d'autre chose. Et là, tu passes un bon moment. Et la personne, elle est super contente. Yes. Et moi, je fais tout le temps ça. Et c'est pareil. Attention aux jours, aux mois où vous prenez les rendez-vous. Tu l'as dit, vendredi ou samedi, selon les banques qui travaillent du mardi au samedi, ça fait chier tout le monde. Tu vois, tu es en fin de journée, tu penses à ton week-end, le gars ou la nana vient, te parle 10 mots. Toi, tu es déjà dans ton week-end, tu es déjà sur ton jet ski ou sur ton quad en train de faire tes trucs. Tu te dis, purée, le gars, il vient, il va me parler de son IMO, il me fait chier, quoi. Donc, faites attention à ça. Pareil pour la période. Les gens qui sollicitent des crédits, qui signent des compromis en juin, juillet, août, laissez-vous du temps pour avoir le financement. Laissez jusqu'à au moins mi-octobre. Tu vois, moi, là, j'ai signé 2 compromis cet été. J'ai demandé à chaque fois première semaine de novembre. Ça fait des délais super longs pour obtenir le crédit. Donc les notaires, ils grincent un peu des dents, le vendeur aussi. Mais je leur dis, vous préférez quoi? On va attendre juillet-août. Il n'y a personne dans les banques parce que les banques partent en vacances. Enfin, les gens qui sont dans les banques partent en vacances. Et du coup, quand ils partent en vacances, qu'est-ce qui se passe? Ils sont la moitié de l'effectif présent, l'autre moitié en vacances. Vice-versa au mois d'août. Donc ton crédit, il n'avance pas. Et ils n'ont pas envie, ils ont trop de charges de Ouais. travail. Donc tu vas solliciter ton interlocuteur bancaire. Tu vas lui mettre du stress, il va plus savoir quoi faire et tu vas avoir un refus de prêt. Donc, négocier des périodes longues, laissez travailler les gens sereinement et vous aurez des meilleurs résultats. Yes. Et comment tu vois alors pour les années à venir le marché de l'obtention de crédit sans apport? Est-ce que tu penses que ça va être encore possible? Comment tu vois la chose? C'est bien sûr que ça va être toujours possible parce que c'est une question de négociation avec ton banquier et de partenaire. Donc, les banques pourront toujours proposer du sans apport. Je pense que c'est juste quelque chose qui ne doit pas devenir la norme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Tu vois, j'ai des investisseurs qui me sollicitent, ils me disent ok, si j'ai pas de sans apport, je ne fais pas l'opération. Mais c'est complètement stupide. Une opération, bien entendu que c'est mieux, comme je te disais, d'en faire sans apport. Mais si tu dois mettre de l'apport, c'est pas pour ça qu'elle va plus être rentable. Au contraire, c'est bien des fois de mettre plus d'apport. C'est bien des fois d'avoir des durées plus courtes et pas spécialement du 25 ans. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas vouloir arbitrer ton patrimoine comme tu es en train de faire,
bah, tu auras remboursé plus de crédit. Donc, tu auras moins de capital restant dû, de sommes à verser à la banque. Du coup, comme tu as moins à verser à la banque, tu as plus dans ta poche. Donc, le jour où tu fais des ventes, bah, tu as plus d'argent et tu peux repartir sur des projets plus gros. Donc, c'est toujours intéressant de varier, surtout quand tu arrives à un parc immobilier qui est important. Yes, bah merci Christophe en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ton banquier à domicile sur Instagram, sur YouTube. Voilà, vous avez sur la chaîne. Vous avez Abonnez-vous. tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à commenter. Voilà, quel est le meilleur conseil que Christophe vous a donné. Est-ce que vous vous reconnaissez aussi? Peut-être que vous avez eu des petites anecdotes. Voilà, faites partager aussi aux gens qui regardent cette vidéo. Ça peut aider. Si vous avez aussi une expérience de banque, faites-le partager en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager aussi à votre entourage. Ça peut aider. Ne serait-ce qu'il y a des conseils qui peuvent servir pour l'obtention d'un crédit, je ne sais pas, pour une voiture ou des choses comme ça, hein. Voilà, notamment la relation, etc. Il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. Mettez un petit pouce bleu, ça aidera à booster cette vidéo. En tout cas, on vous remercie. On essaiera de faire un deuxième épisode avec Christophe en fonction des commentaires que vous nous mettez. On essaiera de répondre aux questions de commentaires de cette Avec plaisir. première session. On se retrouve très bientôt. Merci de votre attention. C'était Kevin, c'était Christophe. Ciao. Merci, ciao.